Business Challenge, le magazine nigérien de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans ce numéro de Business Challenge. Pour ce numéro de Business Challenge, je vais vous annoncer des lueurs d'espoir, en tout cas de très bonnes nouvelles qui s'annoncent pour le secteur privé nigérien. Vous découvrirez ce dont on va parler, en tout cas en termes de bonnes nouvelles et de grandes annonces pour cette année 2015 en matière de climat des affaires au Niger à travers une interview que nous a accordée le ministre du Commerce et de la promotion du secteur privé, Alma Oumarou, cette semaine. Et donc, de long en large, nous avons débattu sur les réformes en cours et celles qui sont déjà mises en place pour booster la compétitivité des entreprises, notamment des PME au Niger. Une autre excellente nouvelle qui s'est produite toujours dans la même semaine, c'est la rencontre du Conseil national des investisseurs. Alors, ce Conseil national des investisseurs, qui est une instance importante pour le dialogue public et privé, se réunit autour du Premier ministre pour examiner différentes questions importantes pour le climat des affaires et pour l'amélioration des conditions du secteur privé, l'amélioration de la situation du secteur privé. Et l'ensemble de ces questions ont fait l'objet de débats entre les acteurs du secteur privé, les membres du gouvernement et les représentants des administrations publiques. Alors bien sûr, vous allez retrouver tous ces débats dans notre rubrique événements. Alors la rubrique événements, vous la retrouverez dans ce numéro de Business Challenge, à la fois à l'ouverture du numéro, mais nous vous donnons rendez-vous aussi à la fin du numéro pour avoir le détail de ce qui a été dit et de ce qui a été promis des échanges dans le cadre du Conseil national des investisseurs privés. Alors, ces bonnes nouvelles pour le secteur privé arrivent quelques jours après des événements douloureux vécus par notre pays. En tout cas, Business Challenge, par ma voix, exprime toute sa compassion à toutes les personnes, à toutes les organisations qui ont été victimes de ces événements malheureux qui ne devraient jamais arriver dans notre pays, parce que le Niger est un pays de paix, un pays de stabilité où nous avons beaucoup d'autres défis à relever. Et nous n'avons pas du temps pour la violence, nous avons plutôt du temps à consacrer à la construction de notre pays et à la construction de son économie. En tout cas, nous pensons que ce message devrait être désormais le message qui va pénétrer le cœur de tous les Nigériens pour qu'ensemble nous œuvrons pour l'économie et la société nigérienne. Bonsoir, restez en compagnie de Business Challenge pour suivre cette émission très riche en événements et très riche en annonces et en scoop d'ailleurs qui concerne notamment les petites et moyennes entreprises et surtout aussi les jeunes entrepreneurs. Bonsoir. Bonne nouvelle en cette fin du mois de janvier. Le Conseil national des investisseurs privés, CNIP, semble sorti de sa léthargie. En effet, le jeudi 29 janvier 2015, cette instance importante pour le dialogue entre le secteur public et le secteur privé s'est réunie à la primature sous l'égide du Premier ministre Brigitte Raffini. En plus des acteurs du secteur privé venus en nombre sous la conduite de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat du Niger, plusieurs ministres et responsables des administrations publiques partenaires du secteur privé tels que la Direction générale des impôts et celle de la douane ont également participé à la réunion du CNIP et pris activement part aux échanges sur les problématiques sectorielles. Les sujets analysés et débattus ont essentiellement porté sur l'amélioration du climat des affaires au Niger. L'objectif étant pour les acteurs publics et ceux du secteur privé de raccorder leurs violons pour lever progressivement les obstacles et donner un coup d'accélérateur au développement des entreprises au Niger. Dans cette optique, la partie gouvernementale a annoncé plusieurs mesures visant à réduire les pesanteurs administratives et les coûts inutiles qui freinent la compétitivité des entreprises. Je note avec satisfaction les efforts qui ont été faits par le gouvernement et qui se sont traduits d'une part par la rénovation des outils et d'autre part par l'amélioration du climat des affaires. Nous avons élaboré et soumis un dispositif institutionnel d'amélioration des indicateurs du climat des affaires
pour l'année 2015. Excellence, le dispositif, il faut le rappeler, est un cadre de travail composé des cadres de l'administration, ministère des structures décentralisées concernés par des indicateurs d'une business et le secteur privé. Les acteurs économiques de leur côté, tout en saluant les avancées enregistrées, ont exhorté le gouvernement et les administrations publiques à redoubler d'efforts sur certains aspects cruciaux pour le développement des affaires au Niger. Pour l'application efficiente des systèmes en 2015, nous recommandons donc d'accorder aux opérateurs économiques, aux entreprises un moratoire et de mettre en œuvre au cours de cette période des actions de formation et d'information en faveur des chefs des entreprises. La volonté politique, nous le constatons, malheureusement au niveau des administrations, il y a toujours de la résistance. Certes, les réformes rencontrent toujours des résistances, mais nous devrons vraiment mener une véritable sensibilisation au niveau des administrations, toutes les administrations d'ailleurs confondues, pour pouvoir en tout cas suivre les rythmes en tout cas des réformes que le gouvernement et le secteur privé ont accepté d'un commun accord. Dans la même logique, le secteur privé a exhorté le gouvernement à prendre en compte la situation des très petites entreprises, les TPE, qui souvent croulent sous le poids d'une fiscalité inadaptée. Ça concerne par exemple quelques artisans tels que les plombiers qui interviennent au niveau des entreprises, ou bien les vendeurs de lait qui vendent au niveau des industries laitières, et les restaurateurs aussi qui partent souvent au niveau du petit marché, au niveau des grands marchés, en tout cas pour acheter quelques légumes. Vous savez que ces acteurs très souvent n'ont pas de NIF. Et c'est pour cela que dans la loi de 2002, on a dit que jusqu'à 100 000 francs, il y a une tolérance en tout cas pour l'exigibilité du NIF. Mais le 26 juin 2013, cet arrêté a été repris, et quand il a été repris, cette partie a été sautée. Dans le cadre du doing business comme dans un autre cadre, parce que j'ai pu comprendre, en tout cas selon l'expertise qui est la mienne, qu'en matière de doing business, ce qui était privilégié, c'était justement la modernité, donc la comptabilisation, la transparence pour tous, pour les privés comme pour l'État, dans le cadre d'économie et de simplification, dans un pacte de responsabilité pour toutes les parties. À ces analyses ont suivi des débats quelquefois houleux entre les acteurs du secteur privé et les responsables des administrations publiques sur des aspects cruciaux relatifs à la nécessité de réduire certains impôts et taxes et de lutter contre la corruption. Restez avec Business Challenge pour suivre en fin d'émission ces débats et le consensus obtenu. Oxfam, le centre incubateur des petites et moyennes entreprises CIPMEN, Oser l'Afrique et Impact.com Media, producteurs de l'émission Business Challenge, ont convié ce samedi 31 janvier les acteurs économiques à un événement inédit intitulé Business Cocktail. Ce Business Cocktail a été l'occasion de présenter au quota du monde des affaires les lauréats du concours organisé il y a quelques semaines entre les jeunes porteurs de projets d'entreprise. À travers cet accompagnement des jeunes porteurs de projets d'entreprise, Oxfam, CIPMEN, Oser l'Afrique et Business Challenge entendent créer une synergie d'action pour stimuler l'entrepreneuriat, notamment dans le domaine du développement durable. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous avoir reçus au ministère pour cet échange-là. Je le disais tout à l'heure en introduction, il y a quelques semaines, quand même, le classement Doing Business a préoccupé une bonne partie de l'environnement des affaires au Niger, puisqu'on s'est rendu compte quand même, malgré le plan d'action qui était adopté et qui devrait être mis en œuvre, on a reculé. Et à cette époque, je pense il y a un mois de cela, vous disiez que le gouvernement va prendre ses responsabilités et tous les acteurs vont agir pour qu'il y ait des réformes plus accélérées qui seront mises en œuvre. C'est cela. Est-ce qu'on est encore dans cette démarche-là avec les 2 décrets que vous venez de prendre au niveau du gouvernement? Je vous remercie l'équipe de Business Challenge pour cette visite que vous nous rendez. Et je voudrais aussi de nouvelles là. Nous sommes bientôt à la fin de janvier, mais c'est quand même le début de l'année. Donc je voudrais à vous, équipe qui nous rendez visite, vous présenter les vœux le meilleur du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé, présenter aux opérateurs économiques, aux hommes d'affaires nos vœux le meilleur
et présenter au peuple nigérien tous nos vœux de bonheur, de santé et de paix. Vous l'avez dit, le Niger a reculé dans le classement du Doing Business. Mais je crois qu'avant d'aller dans le classement, il ne serait pas mauvais de dire en fait c'est quoi le Doing Business. Oui. Le Doing Business, il s'agit d'un certain nombre de mesures arrêtées notamment par la Banque mondiale qui, s'ils étaient respectés, seraient en mesure de permettre l'amélioration du climat des affaires, seraient attractifs pour les hommes d'affaires qui voudraient venir investir dans un pays. C'est ça le Doing Business. Oui, et pour les nationaux aussi, ça leur permettrait de pouvoir entreprendre plus facilement. Quand nous parlons d'investissement, nous parlons aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers. Parce que lorsque le national ne trouve pas des opportunités d'investir, s'il a des difficultés, il va ailleurs. Non pas parce qu'il a beaucoup de choses à faire, mais uniquement pour se déplacer pour pouvoir faire prospérer ses affaires. Donc les mesures que nous prenons ne sont pas discriminatoires. C'est une mesure prise dans l'intérêt de l'investissement. Et qui dit investissement aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers. Mais les mesures qui sont prises dans le cadre du Doing Business, effectivement, concernent pour nous la démarche que nous faisons d'abord en premier lieu les nationaux. Pourquoi? Parce que nous voulons, pour que nous puissions mesurer le climat des affaires, amener beaucoup de nos compatriotes qui sont dans l'informel à rejoindre le secteur formel, à pouvoir avoir des comptabilités à jour, à pouvoir accéder au système que l'État met souvent généreusement à leur disposition et dont ils ignorent jusqu'à l'existence. Alors, monsieur le ministre, justement, vous venez de lâcher un mot qui est important, passer de l'informel au formel. Il est arrivé que nous rencontrions des acteurs économiques, on leur dit, pourquoi vous n'allez pas vers le secteur formel? La plupart nous disent, mais ils ne voient pas l'intérêt aujourd'hui au Niger d'aller vers le secteur formel, dans la mesure où ils vivent bien dans l'informel. Quelle est votre analyse et quelle est votre réponse par rapport à ce type d'analyse qu'on a dans l'environnement des affaires nigériennes? D'autant plus que cette analyse repose sur le fait que ceux qui sont dans le secteur informel souvent ne sont pas inquiétés ou bien en tout cas ne subissent pas des pressions liées à la réglementation. Par contre, ceux qui sont dans le secteur formel souvent subissent des pressions liées à la fiscalité, liées à d'autres contraintes et d'autres lourdeurs administratives, sans qu'en retour ils ne sentent qu'il y a vraiment beaucoup d'avantages qui viennent vers eux. Très bien. Donc peut-être pour répondre à votre question, nous allons aller vers les mesures que nous avons prises. Pourquoi nous les avons prises? Comme je vous le disais, c'est pour amener le secteur informel à rejoindre le secteur formel. Et comme ça, nous verrons par comparaison l'intérêt qu'ont nos compatriotes qui évoluent dans le secteur informel de rejoindre le formel. Donc notre objectif, c'est de faire en sorte, comme vous l'avez dit, d'améliorer le climat des affaires au Niger. De faire en sorte qu'il soit bon d'investir au Niger, qu'il n'y ait pas d'entrave dans l'investissement, dans la création des entreprises. Alors, par quoi avons-nous commencé? Nous avons commencé par le début du commerce, quel qu'il soit. C'est l'achat et la vente. Donc nous avons commencé par des opérations d'importation et d'exportation. Nous avons réglementé. Nous avons fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de tracasseries, il n'y ait pas trop de formalités pour pouvoir lever tous les documents nécessaires à l'importation. Pour parler de l'importation, on avait une série de documentations qui passent au niveau de la douane, de la chambre de commerce, du ministère, mais de moins en moins au niveau du ministère, parce que nous avons délégué une grande partie de nos prérogatives à la chambre de commerce, qui font que les importateurs sont souvent découragés. Le temps de remplir ces formalités, peut-être vous avez dû emprunter de l'argent, l'argent est en train de produire des intérêts. Et il se peut que également, et je crois que ce que nous constatons récemment, ça peut nous dire qu'on doit aller vite parce que vous avez souvent des fluctuations dans l'échange. Vous avez l'intention de commander une affaire à un moment donné, mais du jour au lendemain, supposons que le cours du dollar, comme ça se passe actuellement, s'envole. Parce qu'il y a peu de temps. Donc, quand on met beaucoup de temps pour importer, vous perdez nécessairement dans les affaires, voilà, d'abord pour faire venir vos marchandises. Et pour les faire sortir également. Donc voilà pourquoi nous avons pris ces deux mesures. En le faisant, comme déjà nous gagnons du temps. Mais au-delà, en facilitant l'importation et l'exportation, il faut que nous puissions gérer leur entrée et leur sortie. Comment gérer leur entrée? Quand elles quittent ces marchandises, le port d'embarquement,
Elle passe par le port de transit, bien souvent le port de Cotonou pour nous, mais ça peut être Lomé, Accra ou Abidjan. Et il faut qu'elle vienne au Niger. Alors, là également, nous avons un certain nombre de tracasseries. Donc voilà pourquoi nous avons pris des mesures sur les documents nécessaires à le faire, mais aussi sur le contrôle que doivent suivre ces marchandises. Alors, Monsieur le ministre, juste par rapport à ce point-là, importation, exportation, on sait que le Niger est un pays qui dépend énormément. Notre économie est une économie dépendante des marchés extérieurs. Est-ce que, au moment où vous prenez ces mesures, vous avez essayé de travailler sur la réduction de la dépendance de l'économie nationale vis-à-vis de l'extérieur, notamment pour l'exportation? Quelles sont les mesures aujourd'hui à nos concitoyens capables d'exporter des produits nigériens vers les marchés extérieurs? Est-ce qu'on peut être très précis sur ce point-là? Ces mesures, le Niger, vous l'avez dit, il est dépendant. Nous sommes d'abord un pays enclavé et nous ne sommes pas assez développés, pour ne pas dire assez industrialisés. Nous tendons aujourd'hui, ces mesures que nous prenons, c'est pour faire du Niger, dans les années à venir, un pays émergent. Un pays émergent, cela signifie que dans les différents secteurs de la production, que nous puissions avoir une certaine maîtrise. Le secteur primaire, l'agriculture et les autres, c'est là où on peut avoir des avantages comparatifs, notamment au niveau de l'agriculture, de l'élevage. Et au niveau de l'artisanat également, nous pouvons avoir des aspects tout à fait, des avantages comparatifs. Mais le premier volet que nous devons faire, il faut que nous puissions booster la production nationale. Et je crois que c'est le programme du président de la République. Tout son programme sur les 3 N, c'est de faire en sorte d'abord que nous soyons autosuffisants. Ça veut dire que nous serons de plus en plus moins dépendants de l'extérieur pour ce qui est de la nourriture des Nigériens. Et au-delà, quand nous aurons produit suffisamment pour les Nigériens, évidemment, il faut que nous puissions exporter. Quand nous exporterons, mais nous ferons en sorte que nous puissions exporter plus de produits finis ou semi-finis que des produits bruts. Mais nous n'en sommes pas là. L'autre secteur où nous exportons, c'est surtout le secteur minier. Et ce secteur minier, nous n'avons pas de maîtrise sur le secteur minier. Et là, il n'y a pas d'entreprises nigériennes capables d'exporter. Et justement... Ces entreprises, certes, elles sont du Niger, et elles sont nigériennes du point de vue droit, mais elles sont contrôlées par des intérêts étrangers. Justement, il y a des Nigériens qui en ont parlé, qui disent qu'il faudrait, et d'ailleurs c'est la Chambre de commerce, un des rapports de la Chambre de commerce disait qu'il faudrait que le gouvernement réfléchisse à comment faire en sorte que les entrepreneurs nigériens aillent de plus en plus vers les secteurs extractifs, le pétrole, les mines, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a un travail aussi dans ce sens? Mais tout à fait. Nous avons modernisé le code des investissements. Nous avons modernisé le code pétrolier et le code minier. Il n'est pas interdit à un Nigérien qui voudrait avoir un permis d'explorer de pouvoir aller le lever au niveau du ministère des Mines ou au niveau du ministère du Pétrole. Mais plus, comme l'a demandé la Chambre de commerce, j'étais à Agadez pour leur réunion de renouvellement de la Chambre de commerce, et c'était une de leurs doléances. Cette doléance a été examinée par le gouvernement. Et le gouvernement fera tout pour pouvoir les encourager à intégrer ce secteur. Pour le moment, je pense qu'il ne faut pas offrir quelque chose à une personne dont elle n'est pas sûre qu'elle puisse en jouir. En toute chose, il faut un certain apprentissage. Donc notre volonté, c'est de faire en sorte qu'ils soient associés, que tous ces grands groupes qui sont dans notre pays, qu'ils puissent utiliser le maximum des compétences nigériennes. Aujourd'hui, nous constatons, et pour le déplorer, que souvent, même pour la sous-traitance, il est fait appel à des entreprises extérieures. Le gouvernement a pris note, nous avons discuté avec des entrepreneurs et nous les encourageons à pouvoir intégrer ce secteur moderne. Mais nous viendrons à cela, d'où la nécessité d'être dans le secteur formel. Oui. Parce que quand vous êtes informel, vous ne pouvez pas Mais déjà, il y en a cela. qui sont dans le secteur formel, des Nigériens qui réussissent bien en affaires, qui sont dans le secteur formel, qui sont des grands opérateurs économiques, mais on ne les sent pas dans ce type de secteur industriel, dans les industries extractives. Pourquoi cela n'est pas encore fait? Je n'ai pas de statistiques, mais vous avez dans ce secteur également des groupes d'entreprises qui sont dans le secteur de l'exploration artisanale. Et nous avons dans le domaine de l'or également beaucoup de Nigériens, bien sûr pas ailleurs, mais autrement, ils sont organisés également. Et je crois qu'ils font une production non négligeable. Mais malheureusement, là également, souvent, ça sort du circuit formel. Et de temps à autre,
Quand pour les besoins d'exportation, ils sont obligés de déclarer, on arrive à avoir quelques statistiques. Mais dans ce domaine, il existe également, y compris dans d'autres domaines, des entreprises nigériennes artisanales qui sont en train d'explorer dans ce domaine-là. Mais nous voulons que ce soit des groupes beaucoup plus importants. Je vais revenir à la question des deux décrets qui aujourd'hui sont des mesures qui sont saluées par en tout cas une bonne partie des jeunes entrepreneurs. Quand on apprend qu'au Niger, on peut désormais créer une entreprise avec 100 000 francs CFA, l'idéal serait qu'un jour ça revient à un capital zéro, parce que dans certains pays, on a même fait des capitals zéro, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir forcément de l'argent pour créer une entreprise. Bon, le fait aussi que le recours au notaire soit facultatif avec des statuts types, c'est important. J'aimerais savoir comment est-ce que vous comptez vulgariser et faire en sorte que cette mesure soit largement comprise et appropriée. Pourquoi je vous dis ça? Aujourd'hui, on a remarqué quand même qu'il y a un grand déficit d'information selon qu'on est au Niger, et du moins on est à Niamey ou dans les autres régions. Beaucoup de nos concitoyens qui ne sont pas à Niamey auront peut-être de la peine à créer leur entreprise malgré ces dispositions-là parce que l'infrastructure nécessaire peut-être n'existe pas en termes d'accompagnement. Déjà ces mesures, là c'est une belle occasion d'abord que vous nous donnez, de vulgariser encore davantage ces mesures que nous avons prises, mais dès que nous avons pris ces mesures, nous avons tenu des rencontres assez importantes au niveau des palais de congrès avec toutes les couches des hommes d'affaires. C'est-à-dire que la Chambre de commerce, à travers ses syndicats, et les acteurs également au niveau de l'administration, parce qu'il faut qu'il y ait une collaboration, une synergie entre l'administration et le monde des affaires. C'est ces rencontres que nous sommes en train de faire, nous en avons tenu déjà deux, nous sommes passés à travers les médias pour que ces mesures aillent le plus loin possible. Mais nous pensons, et comme vous le soulignez à juste titre, que cela n'est pas suffisant. Nous comptons très bientôt entreprendre des tournées à l'intérieur du pays, rencontrer les secteurs d'activité, rencontrer les syndicats, rencontrer les couches qui sont en mesure justement d'embrasser des affaires, notamment les jeunes, vous en faites allusion, les femmes, parce que c'est un secteur également que nous voulons accompagner, l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes, parce que c'est celui-là qui est porteur. Et quand on voit aujourd'hui la proportion de la jeunesse dans nos pays, nous avons tout intérêt à accompagner ces jeunes, à aller vers l'entreprise. L'idéal, comme vous dites, c'est de faire un capital de moins de 100 000 francs. Soit c'est pas ça l'important, même dans les autres pays. C'est-à-dire qu'on n'a pas fixé de seuil. Mais quand vous le faites, il y a des actions. Et on dit qu'il y a une valeur de l'action qui est de 5 000. Donc nécessairement, il y aura un capital au départ. Et on ne vous dit pas, voilà le montant. Donc vous pouvez faire à 5 000 ou à 50 000. Parce que vous pouvez faire un capital réparti en 10 actions de 5 000, ça fera toujours 50 000. Donc il faut toujours un capital. Et le capital, voyez-vous, pour une entreprise, c'est aussi un gage de sérieux. Et quand vous partez au départ, quand vous créez une entreprise, vous savez nécessairement que vous faites face à des frais généraux. Et ces frais, il faut que vous ayez le moyen de pouvoir y faire face afin de vous faire connaître. Voilà l'objectif de ce capital. Mais nous pensons que ce n'est pas tout le monde qui a 1 million. C'est un jeune, il a besoin de petites démarches pour pouvoir le faire. Voilà ce que nous avons demandé, 5 000 francs, mais ça ne gênerait pas de le ramener à 50 000 francs, c'était un obstacle. Oui. En fait, là où il y a les capitales zéro, par exemple, aujourd'hui, vous prenez un jeune informaticien qui sort d'une école d'ingénieur, bon, il veut créer une société pour développer ou concevoir des sites web. Il a sa matière grise, ça suffit déjà comme capital. Dans certains pays, on a considéré ça comme ça. Donc, il suffit juste de lui donner le cadre qu'il faut pour créer son entreprise. Peut-être à 2 ou 3 marchés plus tard, il a suffisamment de fonds pour faire face à la gestion de son entreprise. Oui, mais s'il fait une société, nécessairement, elle sera divisée en actions. Et donc, dès qu'il y a une action, il y a une valeur minimum pour l'action qui est de 5 000. Donc, il y aura toujours un capital. C'est-à-dire que là où il n'y a pas, on dit qu'il n'y a pas de capital minimum. On ne l'a pas inscrit en tant que tel. Nous, on a dit 100 000. Mais l'autre, il est facultatif. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire, comme je l'ai dit, 5 000, 50 000 ou... donc, on va venir vers ça progressivement, peut-être au Niger aussi. Absolument, rien ne nous empêche de ça faire. Et aujourd'hui, ce que vous dites pour la matière grise, ça existe toujours, même dans l'ancien système. Ce sont des apports en industrie. Tout ce que vous pouvez apporter, et ça peut être capitalisé, y compris dans une SA. Donc, c'est un phénomène qui existe. Mais aujourd'hui, justement, c'est à ça que nous pensons. Aux jeunes qui ont une certaine expertise, mais qui sont bloqués. Et que nous voulons amener dans le secteur formel. Créer une société.
c'est 100 000 francs. Je pense à 4, 5, 6 mètres, ils peuvent être des ça jeunes devient en tout cas talents. beaucoup plus facile Exactement, qu'il y a de le quelques faire mois. qu'il y a Alors, quelques mois. Monsieur le ministre, c'est très important d'encourager la création d'entreprises, sauf que créer une entreprise est une chose, avoir des entreprises viables qui se développent, qui survivent, est une autre chose. Maintenant, au-delà de la création, on sait que nous sommes dans un environnement où financer une entreprise est très difficile. Tous les chefs d'entreprise, qu'ils soient expérimentés ou jeunes chefs d'entreprise, disent que l'accès au financement est difficile au Niger. Et souvent, nous sommes aussi mal classés sur ces critères-là par Doing Business. Est-ce qu'il y a un travail qui est fait sur ce registre-là? Tout à fait. D'abord, il y a différents volets. Prenons l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. C'est des secteurs fragiles qui n'ont au départ peu ou pas grand-chose. Au niveau du ministère, ce n'est pas un ministère de la philanthropie, mais nous avons l'ambition de leur trouver un cadre d'accompagnement. Avec nos partenaires au développement, nous l'avons commencé. Avec les actions que mène l'État, parce qu'à travers le programme de la Renaissance, le chef de l'État a injecté beaucoup de crédits au niveau des régions pour accompagner les jeunes, et souvent sans contrepartie, mais aussi en développant la microfinance. Nous sommes en relation avec des acteurs de la microfinance. Pour financer des jeunes, il faut nécessairement un financement de proximité et un financement qui puisse peut-être contenir certaines exigences. Voyez-vous, pour le financement classique, quand vous venez, le premier obstacle, on va vous demander une garantie. Quand vous n'avez pas assez d'argent pour créer une société à 1 million de francs CFA, vous demandez une garantie, il est évident que vous ne l'aurez pas. Donc, il faut que nous encouragions les sociétés de la microfinance à aller vers l'encadrement des jeunes. Le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, à travers nos partenaires, nous voulons voir comment nous pouvons mieux accompagner. Nous le faisons déjà, ces jeunes, peut-être par la création d'un fonds de garantie, par d'autres mesures qui donneraient confiance aux jeunes entrepreneurs. Voilà ces mesures que nous voulons prendre. Et pour l'autre volet de financement, c'est pour les grandes entreprises que ça se pose. Et là, au niveau du Niger, comme au niveau de l'UEMOA, nous avons constaté que le coût du crédit est très élevé. Il est excessif. Et nous avons, au niveau du Niger et des autres pays de l'UEMOA d'ailleurs, sur l'instruction des chefs d'État, qui ont un peu sonné la BCEAO, à voir comment rendre le crédit beaucoup plus accessible et surtout beaucoup moins cher. Ça, c'est au niveau régional. Au niveau régional. Et donc, au niveau national, nous avons entrepris des mesures. Nous avons, dans le cadre également de l'information des entrepreneurs et de tous ceux qui ont accès au crédit, pris récemment une loi au Niger sur le système d'information sur le crédit. Ça permet aux entrepreneurs de savoir où ils doivent aller, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et les entreprises, au niveau bancaire également, de quoi elles peuvent bénéficier. Et les banques ont pris un certain nombre d'engagements déjà pour réduire le coût de certaines interventions, mais ce que nous cherchons, c'est réduire le coût de l'argent. Il faudrait que nous puissions réduire les taux d'intérêt, mais il faut vraiment mener les Nigériens à aller vers la banque. Oui. Est-ce que là, parce que c'est des mesures importantes quand même, le fonds de garantie, j'ai bien noté fonds de garantie qu'on peut mettre en place, la réduction du coût de l'argent, du coût du crédit, est-ce qu'il y a des échéances ou bien en tout cas une programmation concrète pour dire ça on peut le faire à telle échéance et voilà comment les discussions avancent avec les partenaires qui sont impliqués? Ce que je suis en train de vous dire, c'est des choses que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de le faire, nous sommes en discussion, c'est permanent. Quand vous voulez améliorer le climat des affaires, ce n'est pas une fonction limitée dans le temps, c'est une action de tous les jours. Mais dans l'immédiat, je pense que votre question, qu'est-ce qu'on peut faire immédiatement? Immédiatement, je vous dis que nous avons entrepris au niveau du ministère du Commerce et de la promotion du secteur privé beaucoup de formations. Nous avons eu des appuis de nos partenaires au développement, notamment du PNUD, et de certaines entreprises dans le cadre des incubateurs, à financer de jeunes entreprises. C'est le Superman, il existe aujourd'hui. Et les gens travaillent. Donc c'est des actions que nous avons commencé à faire. Mais ce que nous voulons, c'est de les amplifier. Et en les amplifiant, que l'État puisse dégager davantage de moyens, que nos partenaires puissent le faire.
Et à travers d'autres secteurs, le ministère du Commerce est appuyé. C'est-à-dire qu'à travers le gouvernement, nous avons d'autres secteurs où les jeunes sont suivis et encadrés, notamment au niveau du ministère de la Jeunesse et du Sport, au niveau du ministère de la formation professionnelle. Là également, on forme les gens, on leur donne les moyens d'aller travailler pour qu'ils puissent intégrer le mode du travail. Donc il y a toute action concertée. Peut-être on n'en parle pas assez de ce que vous disiez, on ne vulgarise pas suffisamment, mais beaucoup de choses sont faites. Entre nous avons souvent reproché au ministère de ne pas communiquer, de ne pas être proactif dans sa communication. Bon, je pense que c'est en train d'être corrigé parce que là, on a vu ces dernières semaines, vous étiez sur tous les fronts pour communiquer. Alors, monsieur le ministre, on va passer à une autre question. Je pense que nous serons bientôt à la fin de notre entretien. Mais le climat des affaires n'implique pas seulement le ministère du Commerce. Je pense qu'il y a d'autres ministères qui sont impliqués, notamment le ministère des Finances, côté DGI. Il y a le ministère de la Justice, côté tribunaux, tout ce qui concerne. Alors, commençons par le ministère des Finances. En tout cas, je sais que beaucoup d'acteurs économiques, d'abord les jeunes entrepreneurs, et dans le processus de la création d'entreprises, il y a un blocage souvent au niveau de la DGI, notamment dans l'octroi du NIF. Dans le plan d'action, on a parlé de 112 heures pour avoir un NIF. Sauf que dans la réalité, ce n'est jamais comme ça. Est-ce que là, il y a des actions qui sont en cours? Et deuxièmement, la question de la fiscalité. Même le dernier rapport de la Chambre de commerce parle de la nécessité qu'il y ait une fiscalité de développement, en disant que bon, la fiscalité doit permettre à l'entreprise de vivre, elle ne doit pas tuer l'entreprise. J'aimerais savoir sur ces deux tableaux qui concernent vraiment le rôle du ministère des Finances, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que vous êtes un peu le leader quand il s'agit du climat des affaires, mais eux, ils sont des partenaires importants aussi, qui s'ils ne bougent pas, vos efforts ne peuvent pas avancer non plus. Je vous l'avais dit, ce n'est pas une action que du ministère du Commerce. C'est une action, l'amélioration du climat des affaires du gouvernement. Et je vous l'avais dit également, c'est cette action de développement, d'amélioration du climat des affaires, elle est prise en charge par le chef de l'État. Et au-delà, au niveau sectoriel, nous travaillons en équipe. Aucune mesure n'est prise isolément. Autrement, il y aura des limites. Toutes les mesures que nous prenons, vous avez cité le ministère des Finances. C'est celui que vous voyez, de la Justice. Vous avez le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Agriculture, des ministres de l'Industrie. Tous ces ministères qui concourent au produit national brut, qui concourent à l'activité économique, sont intimement imbriqués et nous travaillons main dans la main. Et pour parler du ministère des Finances, au niveau du ministère des Finances, le dernier décret qu'on a pris, justement, s'agissant de la Chambre de commerce, c'est de faire en sorte que c'est au niveau de la maison de l'entreprise qu'on va vous délivrer le NIF. Donc, alors le NIF, ça ne va plus à la DGI. C'est fini, monsieur, c'est délocalisé. Vous le prenez au niveau de la maison de l'entreprise. La maison de l'entreprise travaillera en réseau. On est en train de faire des installations avec le ministère des Finances via la DGI, et l'agent est déjà détaché au niveau de la maison de l'entreprise avec pouvoir de signature. Oui, c'est qu'il n'avait pas avant. Il ne l'avait pas parce que nous sommes en train de faire la réforme. Elle est progressive. Et là, je peux vous dire, aujourd'hui, il ne sert à rien d'aller à la DGI. Vous n'aurez personne pour vous répondre. Vous venez à la maison de l'entreprise pour avoir le NIF. Et en même temps, vous allez avoir votre immatriculation au registre du commerce parce que le ministère de la Justice a détaché un greffier avec pouvoir de signature. Il ne sert à rien d'aller aujourd'hui au tribunal de grande instance de Niamey ou hors classe de Niamey pour avoir le numéro de registre du commerce. Donc ces mesures, nous aurons bientôt, on est en train de faire un guichet unique au niveau de la maison de l'entreprise. Et c'est vous dire justement qu'il y a une grande avancée dans ce domaine et notre objectif, les rencontres que nous faisons, les déplacements que nous allons faire, les déplacements au niveau des régions, des syndicats, c'était pour les informer de l'existence de ces réformes majeures
intervenir dans le secteur de l'entreprise. Donc ces mesures qui sont prises, mais elles sont prises en concertation avec l'ensemble des ministères et surtout au niveau du gouvernement. Alors avec ces nouvelles mesures, bien sûr quand même que c'est des grandes avancées parce qu'il y a encore quelques mois, c'était très différent. D'ailleurs, quand on a posé la question aux gens, le NIF souvent ça prenait à moins de 2 semaines pour l'avoir. Je pense que là ça va radicalement changer les choses, mais on va arriver à un délai de combien pour créer une entreprise avec ces nouvelles réformes? Mais notre objectif, c'est de faire l'entreprise maximum à 72 heures. Parce que vous ferez tout en un lieu. Et je ne dirais pas au même moment. Mais c'est pratiquement cela. Si vous avez tous vos documents, parce que vous êtes là, dans votre bureau ou dans un petit local que vous avez, vous faites votre entreprise tout seul. Vous la créez. Nous pouvons vous permettre également, bientôt, de faire toutes les obligations de publicité gratuitement. Mais vous allez à la maison de l'entreprise, vous aurez tous les éléments nécessaires constitutifs de votre entreprise et vous pouvez, donc dans un délai ne dépassant pas 72 heures, avoir tous les documents nécessaires pour pouvoir commencer vos activités. Si on peut faire moins de 72 heures, on le fera. Mais vous le ferez au même endroit et c'est le maximum que vous puissiez passer comme ça. Alors, vous me disiez tout à l'heure qu'il y aura des campagnes de sensibilisation et de vulgarisation de toutes ces mesures au niveau des régions. Maintenant, l'infrastructure aussi au niveau des régions, elle sera comment dans les mois à venir? Parce que la maison de l'entreprise, à ce que je sache, n'est pas encore dans nos régions. Est-ce que cela est possible pour un citoyen nigérien qui est à Maradi, à Zander ou à Difa de pouvoir bénéficier du même avantage qu'un jeune qui est à Niamey, qui est à la maison de l'entreprise juste à côté de lui? Nous le ferons parce que en un jour, on ne crée pas, comme vous ne faites pas un bâtiment en un jour, en un seul jour, nous n'allons pas résoudre l'ensemble des problèmes qui se posent au niveau de la création des entreprises. Il est évident, comme vous l'avez dit, le Niger, depuis les années 2000, a opté pour une grande décentralisation. Et qui dit décentralisation dit possibilité de faire beaucoup d'actes sur le même lieu. Mais aujourd'hui, ce que vous dites, c'est des choses qu'on est en train de faire à Niamey. Et pouvoir les faire dans les régions aussi. Actuellement, ça se fait déjà à Niamey, mais nous voulons déjà alléger ce qui se fait à Niamey. Et progressivement, lorsque la maison de l'entreprise va faire ses preuves, lorsqu'elle sera bien installée, nous avons des antennes partout dans toutes les régions de la chambre de commerce. Donc au niveau de ces antennes, tout pourra être fait. Donc ça veut dire que progressivement, justement, nous allons faire en sorte qu'on ait un gain de temps. Que celui qui est à Difa, qu'il ne soit pas obligé de se déplacer à Niamey. Et avec les nouvelles technologies, je crois que c'est des choses que nous ferons très facilement parce que tous ces secteurs seront reliés. Et en même moment, vous venez dans beaucoup de pays. Au Rwanda, ils l'ont fait. C'est un pays beaucoup plus petit que le Niger. Au Niger, c'est notre ambition. Mais nous voulons maîtriser ce que nous sommes en train de faire à Niamey. Et il est évident qu'avec le temps, nous donnerons les moyens nécessaires. La maison de l'entreprise se dotera des moyens, de l'accompagnement de nos partenaires pour que ces formalités également puissent se faire au moins dans les régions. C'est l'objectif que nous visons. Alors, Monsieur le ministre, revenons sur la question de la fiscalité. La fiscalité, je le disais, les entreprises aujourd'hui, en tout cas, il y a des grandes préoccupations en matière de fiscalité. Notamment, certains disent qu'il y a des incompréhensions dans la relation entreprise et fisc. Et la fiscalité, la politique fiscale elle-même est perçue comme étant très lourde pour les entreprises. Est-ce que sur ce tableau, vous avez aussi, vous êtes en train d'avancer de manière concrète pour créer ce que la Chambre de commerce a appelé la fiscalité de développement? Tout à fait, nous le faisons d'abord en développant le dialogue. Depuis un certain nombre d'années, il a été décidé, avant d'arrêter la loi des finances, pour tout ce qui est de volet entreprise, que la Chambre de commerce soit consultée. Il y a un dialogue qui est en train de se faire, qui se faisait et qui est en train encore de se faire. Toutes les mesures nouvelles qui sont prises, ou anciennes d'ailleurs, on consulte la Chambre de commerce. Nous demandons son avis pour que nous puissions bâtir la nouvelle loi des finances. Déjà, c'est un effort important et c'est un engagement en tout cas que nous avons demandé au ministère des Finances de continuer à faire, de consulter les premiers bénéficiaires de la loi des finances et surtout les premiers assujettis. Est-ce que les recommandations sont prises en compte? J'arrive, donc c'était vous dire, donc c'est déjà un des aspects. Le dialogue. Deuxièmement, chaque année, avant de bâtir la loi des finances, le gouvernement se base
sur un certain nombre de critères. Il fait l'analyse de l'exécution de la loi des finances passées pour pouvoir faire des projections sur celle à venir et sur les autres. Donc, il tient compte de tous ces éléments pour pouvoir le faire. Le problème qui se pose au Niger, c'est que nous avons un problème, évidemment, d'une faible fiscalité, mais d'une disparité en même temps. Elle est faible. Il y a une poignée de contribuables qui payent pour l'ensemble. Elle est faible parce qu'au niveau de l'UEMOA, on a des critères. Et le critère, c'est que la pression fiscale doit être au minimum de 17%. Au Niger, nous sommes à peine à 11%. Nous avons fait ces progrès ces dernières années, il y a quelques progrès encore. Peut-être qu'on doit être à 12 ou 13, mais on n'est pas à 17%. Et ce ratio va passer à 20% bientôt. Donc, il nous faut nécessairement respecter ce ratio posé par l'UEMOA. Mais en même temps, nous avons un problème, c'est que nous avons une sous-fiscalisation. Parce que nous n'avons pas assez d'entreprises dans le secteur formel, d'où un certain point, un certain déséquilibre au détriment des entreprises formelles. Et l'objectif de l'État, c'est de répartir les charges. Trop d'impôts, c'est connu, tue l'impôt. Donc notre objectif est de faire en sorte de ne pas trop alourdir l'impôt. Mais, et d'où cet avantage, d'amener les entreprises du secteur informel, d'abord à amener leur part, mais dans le budget de l'État. Parce que l'informel, souvent, ce qu'il paye à l'État n'est pas énorme, mais malheureusement, il paye des choses inutiles à travers des pratiques anormales qui n'auraient pas dû payer. Oui, des sous-tables et autres. Ça, je ne sais pas comment vous l'appelez, mais en tout cas, nous appelons ça des pratiques anormales. Donc évitons ces pratiques anormales et faites en sorte que l'État puisse être le bénéficiaire de ce que vous allez payer pour que les citoyens puissent bénéficier de l'intervention de l'État. Donc notre avantage, c'est d'éclairer, notre but, pardon, c'est d'éclairer tous nos compatriotes, de les alléger et faire en sorte également que le secteur formel est de plus en plus, également, au fur et à mesure des lois de finances, vous regardez, vous constaterez une certaine tendance à abaisser certains impôts. Dans tous les domaines, le BIC par exemple, qui est l'impôt sur les bénéfices, son taux a nettement diminué dans notre pays, mais il faudrait également faire face à nos obligations, et l'obligation de l'État, c'est faire en sorte que chacun paye ses impôts et qu'il les paye à temps. Effectivement, ça, les entrepreneurs, je pense, seront les premiers à se réjouir si l'État fait en sorte que chacun paye ses impôts, parce que pour l'instant, c'est quelques personnes qui payent pour la majorité. Maintenant, dernier point, toujours par rapport aux impôts. Le dialogue entre le fisc et l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites? Parce que, monsieur le ministre, je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup d'entrepreneurs dans ce pays, en tout cas moi j'ai au moins la petite chance souvent à travers mon émission de leur poser des questions et de les écouter, pensent qu'il y a des incompréhensions récurrentes entre les fiscs et les entreprises. C'est-à-dire que est-ce qu'aujourd'hui vous êtes dans une situation de sensibiliser les fiscs qu'on ne ferme pas une entreprise dans un pays comme ça juste parce qu'on pense qu'elle a raté le paiement d'un impôt, on vient fermer pour non-paiement d'impôt. En tout cas, nous souvent on entend, est-ce que c'est exagéré oui ou non, mais des chefs d'entreprise qui disent mais les fiscs ne nous comprennent pas. Quand le fisc vient, c'est comme si c'est le bon Dieu qui vient et puis bon, l'entrepreneur tremble. Oui, et vous savez, vous avez dit que vous avez de l'expérience dans ce domaine. Je peux également me targuer d'une petite expérience parce que c'est un secteur dans lequel j'évolue. Jamais, alors là, au grand jamais, le fisc ne peut au premier jour venir fermer votre entreprise. Ça ne s'est jamais fait et ça ne se fera jamais. Si on arrive à cette extrémité, eh bien, demandez à vos interlocuteurs ce qu'ils n'ont pas répondu aux différentes sommations. Le fisc vous envoie d'abord l'ordre de payer. Il vous dit voilà, vous nous devez tant. Et vous avez un mois pour le payer. Donc c'est pour vous dire qu'on ne peut pas du premier jour au jour où on vous tend, j'arrive, on ne peut pas vous le faire. Deuxièmement, quand vous le faites, on dit vous avez des majorations pour éviter cela. Mais malheureusement, beaucoup de gens pensent qu'ils sont beaucoup plus malins aussi que le fisc. Donc ils font de la résistance. Et quand on fait de la résistance, eh bien, le fisc aussi peut faire usage de toutes les mesures prévues par la loi. Parce que le fisc ne le fait pas arbitrairement. Et il n'a aucun intérêt à fermer une entreprise. Tout à fait. Nous-mêmes, nous ne voulons pas que les entreprises soient fermées. Parce que quand vous fermez une entreprise, ça veut dire que vous empêchez aux gens de travailler. Et celui qui ne travaille pas ne peut pas payer ses impôts. Mais si réellement l'entreprise également
est soucieuse de son devenir, elle ne doit pas attendre devenir assez extrême. Elle doit payer spontanément l'impôt, se paye spontanément. Dès lors que vous voyez qu'il y a une entreprise qui est fermée, dites à vos interlocuteurs de vous donner la chaîne de... La chaîne, le processus, comment ça s'est passé? La chaîne des événements. Qu'est-ce qui s'est passé au début jusqu'à la fin? Vous verrez, à un moment donné, il y a un refus d'exécuter, il y a un refus d'obtempérer à un ordre, je peux l'appeler, c'est l'ordre du fisc, de payer son impôt. Et surtout de dissimuler, d'échapper aux impôts. Et vous ne pouvez pas échapper aux impôts. Et quand vous avez d'autres mesures, quand vous êtes coincé, eh bien, que vous faites? Vous êtes obligé de prendre la mesure extrême. Si la personne tient à son entreprise, c'est qu'elle ne sera pas qu'elle soit fermée. Mais ce n'est pas des choses qui se font. Et croyez-moi, des entreprises aussi formelles que vous dites, rares sont qui attendent ces moments extrêmes. Rares sont celles-là. En tout cas, les cas qu'on voit ressentent très mal ça et ils pensent qu'il y a des abus souvent qui se font dans ce domaine. En tout cas, moi, je vous en parle parce que c'est des préoccupations dont on partage avec nous régulièrement. Et l'idée, dans ce que vous faites, comme vous le dites, c'est d'amener les entreprises à aller vers le formel, c'est-à-dire à être des entreprises citoyennes. Oui, mais c'est pour ça que je vous demande, justement, parce que c'est facile de dire, on m'a fermé arbitrairement une entreprise. Ceux qui sont venus vous le dire, pour que vous puissiez appuyer votre émission et pour que ça soit équitable. Mais venez à la base, demandez-leur qu'est-ce qui est arrivé, comment ça s'est passé, est-ce que c'est venu spontanément un beau jour, Zoro est venu, c'est ce que vous dites tout à l'heure, et allez fermer, vous n'avez pas payé votre impôt. Non, vous verrez que ça n'existe nulle part. Et après, allez-y, au niveau de la DGI, je suis sûr, ils vous accueilleront à bras ouverts. Et je pense qu'ils vont suivre notre intervention. Nous leur dirons de faire encore davantage de dialogue, mais nous invitons également nos compatriotes à s'acquitter de leurs devoirs, de leurs impôts. Si cela est fait, je pense qu'on arrivera à faire en sorte que chacune des parties soit satisfaite. Nous demanderons aux impôts de continuer à dialoguer, d'avoir un peu plus de patience, mais également, et c'est mon rôle en tant que ministre du Commerce, appeler les entrepreneurs à s'acquitter spontanément de leurs impôts. Si cela est fait, je pense que tout se passera dans les meilleures conditions possibles. En tout cas, on a une analyse différente par rapport à ce que les gens... L'analyse ne peut pas être différente. C'est-à-dire que quand vous prenez pour argent comptant, ce qu'on vous a dit, ce que je vous demande, c'est tout juste un effort d'aller, c'est la démarche que je vous donne. Et je vous donne rendez-vous pour que vous me disiez, à partir de ce que je vous ai dit, si un jour il y a une entreprise qui a été arbitrairement fermée. J'ai dit, quand vous allez regarder, et vous posez à votre interlocuteur. Et je suis prêt à discuter avec cet entrepreneur qui aura vu son entreprise fermée à un seul jour, sans sommation, sans qu'il y ait une certaine règle, un certain processus de suivi. Nous avons eu des entrepreneurs qui sont venus nous voir, qui sont dans ces cas, mais qui ont reconnu qu'ils ne sont pas acquittés de leurs obligations. Le fisc leur avait même des échéanciers, et c'est des sommes importantes. Et ces gens existent, ils nous ont saisis quand ça n'allait pas, mais ils ont reconnu effectivement qu'ils n'ont pas respecté les engagements qu'ils ont pris. Mais si vous avez le contraire, moi je suis heureux de les accompagner et de voir le ministre des Finances. Dans mon rôle, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir poser la question à des décideurs comme vous. Parce vous l'avez bien posé. Voilà, je l'ai posé et j'espère que... C'est pour ça que je demande que vous posez que ça soit contradictoire. Quand on vous le dit, c'est très bien. Je dis, voilà ce que je vous pose également. Je ne vais pas vous apprendre votre métier, mais à aller vérifier est-ce que réellement ça s'est fait comme vous l'avez dit. Et quand c'est fait, pour une entreprise donnée, et je vous demande n'importe laquelle, qui est venue vous voir, alors je vous invite à prendre son historique. Et avec ces éléments, je suis certain, venez me le dire, je vous prendrai rendez-vous avec le ministre des Finances, qui les mettra en relation avec le DGI. Je suis sûr que vous allez voir qu'à un moment donné, la faute ne se trouve pas au niveau des impôts, plutôt au niveau des contributeurs. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le ministre, pour ces clarifications. C'est le contribuable souvent, oui, c'est le contribuable qui n'est pas souvent disposé à payer spontanément son impôt. Travail, je pense que vous faites, qui est un combat tout le monde aussi, et je pense que même nous contribuons à ce travail-là pour dire notre économie, nous en sommes tous responsables. Il faut que chacun honore ses responsabilités. Une dernière question avant la fin, c'est une question double, monsieur le ministre, parce qu'aujourd'hui, on est en train de travailler sur le climat des affaires.
on est en train de travailler, bon, vous en tant que décideur, vous êtes en train de faire ce qu'il faut dans la mise en œuvre de la prise des textes, ainsi de suite. Mais on sait qu'au Niger, d'habitude, le problème, ce n'est pas les textes. Quelquefois, et vous l'avez déploré lors du classement Doing Business, les textes souvent sont faits, mais leur application peut prendre beaucoup plus de temps qu'il n'en faut. Est-ce que cette fois-ci, vous avez vraiment tiré toutes les leçons qu'il faut de ce qui s'est passé dans nos différents classements, ou bien même de l'état de notre économie, pour dire dorénavant, nous, en tant que décideurs, nous allons demander à tous ceux qui seront dans la chaîne d'exécution qu'ils fassent ce qu'il faut, et puis bon, si ça ne se fait pas, voilà les conséquences auxquelles les personnes peuvent s'exposer. Est-ce qu'il y a un travail concret dans ce sens? Tout à fait, c'est ce travail que nous sommes en train de faire. Le premier d'abord, c'est de vulgariser que toutes les parties gouvernementales, je dis gouvernementales plutôt administration et citoyens, qu'on sache les textes désormais qui régissent tel secteur d'activité, le commerce en l'occurrence. Qu'on sache voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on ne doit pas faire. Aujourd'hui, nous avons clairement défini les obligations qui incombent à l'importateur ou à l'exportateur. Et nous avons dressé les obligations des autorités, celles qui sont en charge de donner la documentation pour la création de l'entreprise, pour le permis d'octroi de construire et pour tant d'autres. Mais surtout, en ce qui concerne le commerce transfrontalier, pour les autorités de contrôle. Nous avons défini les autorités habilitées à faire le contrôle, les endroits où le contrôle doit se faire. Et bien, dans les décrets que nous avons pris, nous avons demandé aux usagers, au cas où ils seraient victimes d'un abus, qu'ils ont l'obligation, je ne dis pas la faculté, l'obligation de dénoncer. Donc il y a des voies de recours qui sont identifiées. Absolument, sont identifiées, et nous aurons plus loin en mettant probablement en place une ligne de communication. Si la personne est prise, on ne lui demande pas de se faire elle-même la loi, mais de porter plainte, et croyez-moi, les sanctions tomberont. Mais notre but n'est pas de sanctionner, que de sanctionner, mais plutôt d'éduquer, de former. Et voilà tout ce travail que nous faisons à l'endroit des importateurs, des exportateurs, mais aussi des autorités qui ont la lourde charge, dis-je, d'assurer notre sécurité d'abord personnelle et la sécurité de nos biens. Mais il faudrait qu'elles soient mises en confiance pour le travail, mais qu'elles ne fassent le travail que là où elles doivent le faire. Là où elles n'ont pas à le faire, elles ont toute faculté de le faire sur ordre de leur supérieur en vue d'assurer notre sécurité. Parce que celle-là, on ne peut pas la définir. S'il y a un problème à un endroit donné, l'État, les ministères en charge de notre sécurité, que ce soit le ministère de l'Intérieur ou de la Défense, savent les mesures qu'il faut faire. De toutes les façons, il ne peut pas avoir de croissance économique, de développement économique sans stabilité, ça c'est clair. Monsieur le ministre, on allait finir sur ça, mais là, ce que vous venez de dire me permet vraiment de rebondir sur une question sur laquelle il faut qu'on termine. Et cette question, elle est importante. C'est la question de la corruption dans l'environnement des affaires. L'indice de perception de corruption, sans doute, classe aujourd'hui le Niger. Ça montre que la lutte contre la corruption avance. Le Niger gagne des points. Mais il n'en reste pas moins que la corruption existe. Et la Alcia est en train de faire une stratégie de lutte contre la corruption qui devrait être mise en application bientôt. Est-ce que vous, ministère du Commerce, vous avez contribué à faire en sorte qu'il y ait moins de corruption, en tout cas moins de pratiques corruptives dans l'environnement des affaires? Parce que ça aussi, c'est un frein, c'est un coût pour les entreprises. Tout à fait. Mais toutes ces mesures que nous prenons des mesures pour faciliter la création des entreprises. Parce que souvent, c'est en jouant sur des délais, des choses qu'on doit vous faire en un jour, on va avoir une semaine, 2 mois, 3 mois, en fonction de la célérité que vous mettez à faire bouger votre poche. Et ça là, c'est ce que nous voulons faire disparaître. Sur la route, lorsque nous voulons arrêter le point précis pour le contrôle, c'est pour éviter des frais inutiles. Tous ces éléments, toutes ces mesures que nous avons prises concourent justement à la réduction des pratiques anormales. Mais, et c'est un grand mais, vous n'avez jamais de corrompu sans corrupteur. Donc, notre appel va également à l'endroit des hommes d'affaires, qu'ils sachent ce qu'ils peuvent avoir gratuitement, ils l'auront toujours gratuitement. Il ne sert à rien de pouvoir payer un service qu'on ne doit pas payer. S'il y a des problèmes, nous avons dit vous avez des voies de recours.
Donc il faut l'éviter. Donc c'est un travail d'éducation qu'on doit faire. Même pour les hommes d'affaires qui se croient obligés de payer, ou ils pensent en payant, ils auront le premier service. Ils seront avant les autres. Donc je crois que si ensemble nous appliquons les mesures que nous avons arrêtées, ces pratiques que nous appelons anormales, elles disparaîtront d'elles-mêmes. Parce que vous allez être en règle. Parce que ce qui arrive, et c'est ça le problème de l'informel, quand vous parlez de l'avantage d'être informel, c'est que vous n'êtes jamais en règle. N'étant jamais en règle, vous êtes obligé de payer 10 fois le même service que vous devrez payer une seule fois. Vous êtes en train de prendre une marchandise sur laquelle vous n'avez à payer peut-être que 5 000 francs. Vous essayez la contrebande gratuitement, pensant qu'une ou deux fois vous allez passer. Mais vous allez être pris 10 fois, vous allez payer peut-être 100 fois ce que vous aurez dû payer une fois. Donc c'est un travail d'éducation, d'où la nécessité d'être dans le formel. L'administration, nous sommes en train de prendre ces mesures et je pense qu'elle changera parce qu'il y a des sanctions qui sont adossées à nos textes. Tout celui qui ne respecterait pas cela, il répondra à sa hiérarchie. C'est un engagement du gouvernement et nous voulons faire en sorte justement que ce ne soit pas des textes de décor. Que ce soit des choses qui s'appliquent. Nous n'avons pas pris ces textes pour encore alourdir notre paperasse et nos archives. Nous avons pris tous ces textes pour qu'ils soient appliqués. Voilà pourquoi nous sommes partis par étapes. Nous voulons, d'ici le 31 mai, faire en sorte que les 4 ou 5 critères que nous avons mis devant nous, que nous puissions les faire et bien les faire. Et après, d'ici la fin de l'année, faire les 10 autres. Et pour que, en 2016, si Dieu nous prête vie, que le Niger voit encore d'une façon significative son rang grimper, non pas régresser. En tout cas, bon vent, nous vous souhaitons beaucoup de succès et je pense que vous le faites pour le bien du pays. Ce serait une bonne chose. Quand ça ne marchera pas, on le dira aussi. On ne le souhaite pas. Non, il faut le souhaiter. Parce que pourquoi? Je veux dire que rien n'est rectiligne. On n'a pas pris, ce n'est pas une ligne droite. Et ce que nous prenons, c'est qu'il y aura des embûches, il y aura des obstacles, il y aura des erreurs. Et votre rôle, votre contribution justement, c'est de relever ces erreurs. Ces manquements que vous aurez à relever, croyez-moi, vous nous aurez rendu service et vous aurez rendu service au climat des affaires. En tout cas, ça, c'est une belle conclusion. Monsieur le ministre, merci beaucoup pour cet échange-là, qui a été très ouvert. Moi, j'ai beaucoup aimé parce que c'est toujours bien de discuter de manière spontanée, très à cœur ouvert. Et j'espère que nous aurons l'occasion de suivre ensemble ce que vous faites et périodiquement de pouvoir en discuter et faire aussi la lumière sur ce qui va et ce qui ne va pas. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, l'interview avec le ministre du Commerce et de la Promotion du secteur privé vient de finir. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur les questions économiques. Bonsoir. Au niveau des transferts de propriété, on doit regarder quand même les hypothèques aujourd'hui, parce que pour moi, ça participe la facilitation même aux accès de crédit, parce qu'aujourd'hui, pour chaque fois que vous sollicitez les banques, on vous demande en tout cas des garanties, et ces garanties, pour les enregistrer, on a uniformisé. Au début, c'était entre une personne physique et morale, il y en avait, je crois, pour 1% et 1,5%. Aujourd'hui, ça a été uniformisé, c'est 1,5%. Mieux, quand même vous réglez vos dettes, quand vous revenez reprendre encore, lever l'hypothèque, à ce niveau, en tout cas, nous souhaitons que les frais soient carrément annulés, parce qu'on vous reprend les mêmes frais, à peu près, pour la main levée sur les hypothèques. Par rapport au raccordement à l'électricité, je pense que le coût du raccordement fait partie des charges, mais aussi le coût de l'énergie. Le coût de l'électricité, je pense que dans plusieurs rencontres, nous avons eu à le relever. Nous avons une tarification qui peut être favorable pour les PME, les petites et moyennes entreprises, qui est celle qui est appliquée aujourd'hui aux gros consommateurs, qui eux, quand même, quand on arrive à cette tarification de 55 francs le kilowatt, a un impact significatif sur les coûts énergétiques dans l'entreprise. C'est une préoccupation au niveau du gouvernement de mettre à la disposition des consommateurs de l'électricité, en tout cas en quantité, mais également à un tarif le plus abordable possible. C'est pour ça que nous sommes actuellement en train de mettre l'accent sur les sources d'énergie qui peuvent produire de l'électricité la moins chère possible. C'est d'abord l'hydroélectricité avec le barrage de Kandaji.
c'est le charbon, avec la centrale de Salkadamna. Monsieur le ministre, je vous avais demandé, c'est vrai que je suis membre de ce comité, je vous avais demandé de mettre, comme on le fait au ministère de la Justice, le numéro vert qui nous permettra, nous transporteurs, de répondre à une préoccupation qu'aujourd'hui sur le terrain peut-être vous ne mesurez pas. Je tiens à vous rappeler que c'est en moyenne 4500 véhicules qui sont sur les routes tous les mois. Ça correspond à peu près à plus de 300 millions de faux frais. Quand vous faites la projection sur un an, on est à peu près à plus d'1,2 milliard. Donc c'est important pour nous de récupérer cette manne et voir dans quelle mesure ce numéro vert pourrait être mis en place. Rien ne vous oblige de payer les services de quelqu'un qui est déjà payé par l'État. Rien, absolument rien. Au contraire, vous pouvez même le confondre. De grâce, cessez de donner le goro là. Ça ne sert à rien, ça se retourne contre vous. Les agents de l'État, la gendarmerie, la police et autres douaniers, chacun a son salaire. Ils ont même des primes de motivation. Pourquoi encore, pour le même travail, vous allez les payer en plus? C'est que souvent vous y avez intérêt apparemment. C'est le langage de la vérité que je voudrais vraiment qu'on se dise. Certains d'entre vous, je ne vais pas dire tous, malheureusement, y ont intérêt puisqu'ils ne sont pas en règle. Et donc, il faut donner pour passer. Donc, à partir de maintenant, vraiment, nous voudrons ensemble mettre fin à ces mauvaises pratiques. Prenons cette résolution. Il n'y a pas de raison à ce qu'on ne puisse pas faire face aux problèmes que nous rencontrons dans le domaine du commerce frontalier. C'est pourquoi tout à l'heure, je disais que la mise en application de toutes ces activités et ces actions ne dépendront pas, disons, d'un seul acteur. Ça dépendra effectivement de tous les acteurs. L'indicateur numéro 7, paiement des impôts, il y a une rubrique qui est préparée et qui parle de l'élaboration de termes de référence pour une étude globale sur les impôts et les taxes de PME. Au niveau des services des impôts, de parler du formel, nous avons pensé que l'informel était une chose qui peut permettre de réguler un peu le social pendant un moment, mais une chose qui n'est pas forcément favorable à l'ensemble, parce que dans cet informel, il y a bien des transactions d'une très grande valeur qui se passent, souvent dans une économie qui peut être même criminelle. En tout cas, parmi les sujets débattus, certains ont fait consensus. Il s'agit notamment de la mise en place prochaine d'un comité arbitral de recours fiscaux avec l'implication des fiscs, des inspecteurs des finances et de la chambre de commerce, la création de tribunaux de commerce, l'amélioration du commerce transfrontalier par la réduction des postes de contrôle et des tracasseries routières, la réduction des délais pour l'obtention du permis de construire, la facilitation de la création des PME à travers la réduction du capital minimum pour la SAL avec recours facultatif au notaire, la facilitation de l'accès au financement pour les PME via une garantie publique et la mise en place de systèmes d'accompagnement. Ces mesures phares, si elles sont bien mises en œuvre, peuvent véritablement et positivement générer encore plus de croissance économique pour le Niger. Business Challenge,